Voilà les courageux du dimanche matin, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous pétez la forme. Alors, je vais mettre Adam animateur parce qu'il va vous animer ça comme un chef. Voilà, c'était le deuxième cours de chimie orga. Donc on continuera aussi la semaine prochaine en présentiel avec Adam. Donc ça va être une série de 3 cours de chimie organique vraiment très sympa en tout cas à bien faire le lien. L'idée d'aujourd'hui, c'est surtout de continuer à le canal Seine et on verra dimanche prochain si on peut aller un peu plus loin. Mais voilà, j'enregistrerai la discussion pour les absents et je vous donnerai encore un petit objectif à faire pour cette semaine sur le groupe juste après. Ok, Adam, je te laisse la parole Ouais. et bon Donc, courage. du coup, ouais, la dernière fois, on avait pas mal avancé. Donc là, on va finir avec Canal Sen. On va même faire les alcools si on a le temps, on Ah verra. là là, là, Donc, magnifique. Allez, voilà. magnifique. Donc, Je vous enverrai le cours sur le groupe. voilà, parfait. Donc, ouais, l'objectif, c'est un petit peu qu'on voit. Donc, vous allez voir s'il y en a qui n'ont pas réussi à avoir le temps de travailler leur cours cette semaine. Vous verrez que la partie sur les alcynes qu'on va faire aujourd'hui, elle ressemble beaucoup à celle qu'on a faite sur les alcènes la semaine dernière. Donc, si vous avez eu le temps de relire un peu votre cours ou alors que vous avez quelques souvenirs, normalement, ça devrait vous paraître un peu moins compliqué que la dernière fois. Donc voilà, on va essayer de finir donc ces alcènes alcynes. Et ensuite, on abordera les alcools, vous verrez, ça a le même fonctionnement à chaque fois. Donc, si personne n'a de questions particulières ou qu'il n'y a pas grand-chose à faire, bah, du coup, je pense qu'on va directement y aller. Si vous avez des questions, encore une fois, comme la dernière fois, vous n'hésitez pas, vous activez votre micro et vous parlez, il n'y a pas de souci. C'est fait pour ça. Voilà. Du coup, donc nous, on va reprendre où on était, ici, au niveau donc des alcynes. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois, si on devait faire un petit topo rapidement? On avait dit du coup que... hop, attendez, juste, je veux juste voir un truc de seconde. Hop, tac. Donc, la dernière fois, on avait fait pour faire un petit topo rapide, on avait vu donc tout ce qui concernait les alcanes. Donc, les alcanes, il n'y avait qu'un seul type de réaction. C'était donc les fameuses substitutions nucléophiles, donc, ou qu'on appelait également halogénation radicalaire. Parce qu'en fait, on ajoutait un halogène, qui était donc par exemple du Br2 ou du dibrome ou du dichlore. Et cet halogène-là, on l'additionnait sur un alcane. Et après, on obtenait un bromoalcane. Et ensuite, on avait vu, donc en fonction de la stabilité, etc., on préférait avoir un radical tertiaire, enfin, on préférait avoir un radical tertiaire, hop, c'est juste ici, plutôt qu'un radical secondaire, parce que plutôt qu'un radical primaire, ici, on avait l'ordre de stabilité. Donc ça, c'était à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les alcanes. Mais évidemment, il y a quelques détails que je vous saute ici, c'est pas le plus important. Ensuite, pour les alcènes, on avait vu pas mal de réactions. Donc on avait vu tout d'abord des additions électrophiles. Donc au niveau des additions électrophiles, on avait vu à la fois les halogénations, donc, pardon, enfin d'abord, si vous voulez, d'abord les hydrogénations. On ajoutait du H2 par 6 additions, etc. Ensuite, on avait vu les halogénations, juste ici. On ajoutait ici donc du Br2 ou du Cl2, c'est pareil, pour obtenir un dibromoalcane, par transaddition cette fois. Ensuite, on avait vu donc l'addition d'hydrohalogénation. Donc là, comment est-ce que ça se déroulait? Bah, c'était que cette hydrohalogénation, du coup, c'était qu'on ajoutait un hydrogène et un halogène. Et en fait, en fonction du type de réaction, on pouvait obtenir deux produits différents. On avait les conditions ioniques, où dans ce cas-là, c'était des conditions plutôt classiques, disons, où on suivait la règle de Markov-Nikov, etc., avec l'hydrogène qui rejoignait ici le carbone le moins substitué ou le plus hydrogéné. Et ensuite, on avait vu qu'on pouvait faire la même réaction, mais si on ajoutait donc ce qu'on appelle des peroxydes, c'est cette fameuse la molécule ROR, ici, avec de la lumière, on avait vu que du coup, on basculait dans un mécanisme radicalaire. Je réexplique la notion de radical rapidement pour que ça vous parle. C'est un radical, c'est lorsque je vais avoir un atome mais qui a perdu un électron. Par exemple, imaginons un carbone, il a 6 électrons normalement, là il n'en a plus que 5. Et donc, vu qu'il a plus que 5 électrons, et ben ce carbone-là, il va absolument chercher à faire une liaison pour pouvoir à nouveau avoir 6 électrons et se stabiliser. Donc c'est ça le principe d'un radical, et donc c'est à partir de ça qu'on se base pour faire pas mal de réactions. Ensuite, on a vu également la dernière réaction, c'était la réaction d'hydratation. On ajoutait donc du H2O ici, donc la réaction d'hydratation.
émission d'H2O. Attention à ne pas oublier à chaque fois les catalyseurs. Je vous rappelle qu'on avait juste le catalyseur nickel ou platine pour l'hydrogénation. Et on avait le catalyseur ici avec le H2SO4, l'acide sulfurique, qui était utilisé dans le cadre de la réaction d'hydratation. Bon, bien évidemment, on avait les peroxydes pour la réaction radicalaire. Et enfin, on avait vu après des réactions d'oxydation. Donc, pour les alcènes, il faut retenir dans votre tête qu'il y a deux types de réactions. Soit des additions électrophiles. Je vous rappelle que électrophile, c'est quand on aime les électrons, ça veut dire qu'on est en déficit d'électrons, qu'on est plutôt riche en noyaux, pour faire un lien avec le cours d'effet inductif mésomère. Et donc ça, c'est les réactions d'addition électrophile. Et ensuite, on avait les réactions d'oxydation. On avait vu quatre réactions d'oxydation. On avait tout d'abord l'hydroxydation, la dihydroxydation ou l'oxydation douce. C'était quoi le principe? C'était qu'en fait, le réactif, il est dilué à froid. C'est plutôt logique, hein. Quand on sait doux, c'est dilué et à froid. Et quand on veut avoir une très forte réaction, on augmente la température, parce que vous savez que la température, ça permet d'accélérer les réactions. Et ensuite, on concentre le permanganate de potassium au lieu de le diluer. Donc, lorsqu'on était en dihydroxylation ici, on avait vu que c'est un mécanisme de cis-addition, où tout simplement on allait ajouter deux groupements OH de part et d'autre, donc sur les deux carbones ici, qui à la base formaient la liaison de l'alcène. Donc ça c'était, voilà, on avait dit en fonction de la structure du KMNO4, voilà, on pouvait faire aussi avec du tétraoxyde d'osmium, super. Ensuite on avait vu cette partie-là, très importante, une réaction avec les oxydants forts. Donc ici, on avait trois possibilités. On avait dit en fait, ça dépendait de l'alcène de départ. Si par exemple le carbone de droite, comme vous voyez dans le premier cas, le carbone de droite, il est lié avec CH3 et un autre CH3, bah, dans ce cas-là, lorsque je vais ajouter ma double liaison O, bah, vous verrez que du coup, le carbone qui porte la double liaison O, il n'est pas du tout en fin de chaîne. C'est pour ça qu'on est sur le carbone cétone. Alors qu'ici, par exemple, vous voyez que le carbone de gauche, vu qu'il est lié à un hydrogène, lorsque je vais ajouter ma double liaison O, et bien, vous verrez que ce carbone, on va considérer qu'il est en fin de chaîne. C'est pour ça qu'on aura un aldéhyde. On avait dit également, attention, que les aldéhydes, ils ne restaient jamais comme ils étaient en réaction avec une oxydation forte. Pourquoi? Parce que les aldéhydes, ils sont instables, donc ils vont encore une fois s'oxyder pour donner des acides carboxyliques. Et donc ici, par exemple, vous voyez dans le deuxième cas, je reprends cette notion-là parce que je sais que c'est un peu compliqué à comprendre au début. Ici, par exemple, si vous prenez cette deuxième molécule, rapidement pour faire de la nomenclature, c'est le 2, 3, donc diméthyl but de N. Pourquoi but de N? Parce que vous voyez que la double liaison, elle est au niveau donc du carbone numéro 2. Tac, tac. Ensuite, ici, vous avez le carbone 1. Ici, le carbone 4. Et ici, en bas, vos deux ramifications. Vous pouvez les mettre en haut, les ramifications, hein, ça change rien. Donc, vous aviez ici votre fameuse molécule que l'on appelle donc le 2,3-diméthylbut de N. La nomenclature, c'est pas le plus important pour le moment. Vous la reverrez en terminale et quand vous serez en passe, etc., vous en mangerez, donc vous inquiétez pas pour ça. Et ensuite, ici, vous aviez vu qu'avec cette alcène-là, eh ben, puisqu'il y a deux hydrogènes, j'obtenais deux aldéhydes qui donnaient par la suite deux acides carboxyliques. Ensuite, hop, pardon, on avait vu donc qu'avec une ozonolyse, dans ce cas-là, c'était la même réaction, c'est-à-dire qu'on obtenait exactement les mêmes produits. La seule particularité, c'était que vu qu'il y avait de l'eau au départ, on formait ce qu'on appelle donc du H2O2. Ça s'appelle l'eau oxygénée ou bien peroxyde d'hydrogène, pour avoir un petit peu des notions. Mais sinon, on obtenait exactement les mêmes produits, c'est-à-dire qui dépendaient de la structure de l'alcène initiale. Donc encore une fois, mais cette fameuse disjonction de cas que vous voyez ici avec les trois cas, bah, on la retrouve également pour l'ozonolyse. Et enfin, la dernière réaction qui était particulière, c'était qu'on avait une ozonolyse réductrice, où en fait, le fait d'ajouter du zinc, et ben, ce zinc-là, il allait faire une réaction qu'on appelle d'oxydoréduction. Vous avez vu ça en première, et vous avez normalement revu ça lorsque vous avez commencé les cours de l'UE1. Donc le zinc, qu'est-ce qui se passe? Il va faire une réaction d'oxydoréduction avec le H2O2, ce fameux peroxyde d'hydrogène-là. Et donc en fait, si vous voulez, il va neutraliser ce H2O2. Et donc, en le neutralisant, il empêche l'oxydation de l'aldéhyde. Et c'est pour ça que l'aldéhyde ne se transforme pas en acide carboxylique, mais qu'il reste un aldéhyde. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, c'est juste un petit rappel de cours. Donc, petit aparté également, je ne sais pas si vous êtes au courant, en tout cas, le concours de médecine de première année, c'était la semaine dernière. Et sachez que la semaine dernière, le professeur donc, qui s'occupait de toute la partie chimie orga, qui s'appelle le professeur Terme, d'habitude, il mettait chaque année presque les mêmes réactions. C'est-à-dire que les annales, elles étaient vraiment super redondantes. Donc ça, c'était sympathique parce que c'était toujours pareil.
Du coup, bah, les gens, ils apprenaient même pas toutes leurs réactions. Là, vous voyez qu'on a vu quand même une dizaine de réactions. Et il y a 4 cours de chimie orga, donc vous voyez que ça fait beaucoup au bout d'un moment. Et donc, au lieu d'apprendre tout ça, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils faisaient, les gens, ils apprenaient que les annales. Sauf que cette année, le professeur, il a décidé de changer les annales. Et donc, au final, eh ben, tous vos camarades donc, du promo supérieur qui n'avaient pas bien travaillé leur chimie organique, eh ben, ils ont perdu des points bêtement. C'est pour ça que la chimie organique, à partir de votre année, du coup, vous serez entre guillemets la première année où la chimie organique sera considérée vraiment comme un autre cours, où il faudra vraiment tout connaître. Et on ne pourra pas uniquement se fier aux annales. C'était une petite aparté pour vous dire que du coup, bah, les cours qu'on fait en ce moment de chimie organique, ils ont une importance beaucoup plus importante, enfin beaucoup plus élevée, de par justement disons, ce petit incident. Ok, oui, non, c'est bon, on peut continuer? Pas de souci. Alors, donc maintenant, aujourd'hui, on va passer aux cours, donc à la partie sur les alcynes. Vous verrez que ça ressemble beaucoup aux alcènes, je vous l'ai dit au début. Donc si vous avez bien appris vos réactions, normalement, vous verrez qu'il y a bon, il y a quelques différences, bien sûr, sinon on n'aurait pas fait un cours juste sur ça. Mais les alcynes, ils ressemblent fortement aux alcènes. Donc on va dès à présent commencer. Donc, qu'est-ce que sont que les alcynes? Les alcynes, ce sont des hydrocarbures insaturés. Encore une fois, je rappelle le terme de saturé, insaturé. Saturé, c'est uniquement les alcanes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les alcanes, ils n'ont que des simples liaisons. Donc, on va dire en fait, vu qu'ils n'ont pas de double liaison, ils sont saturés. Tout simplement, vous retenez ça, parce qu'en fait, on ne peut pas ajouter d'autres molécules, parce qu'ils sont déjà, si vous voulez, au max. Alors qu'à l'inverse, les alcènes et les alcynes, vu qu'ils ont des doubles et des triples liaisons, eh ben, on peut enlever cette double liaison. À la place, on met une simple liaison. Et ça va nous permettre de faire toutes les réactions, par exemple, d'addition électrophile qu'on a vues précédemment. Donc le terme d'insaturé à connaître, avec une triple liaison carbone-carbone, une sigma et deux pi. Un petit rappel d'orbital, sigma liaison stable, pi liaison instable. C'est du recouvrement des orbitales en fonction du type d'orbital. Est-ce que c'est de P, de PZ, de PX, de PY, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Donc la formule brute, ici vous l'avez, pas très importante, mais en gros, je sais pas si vous vous rappelez, pour les alcanes, c'est CnH2n plus 2. Pour les alcènes, c'est CnHn, H2n, pardon. Et pour les alcynes, c'est CnH2n moins 2, tout simplement. Hop, c'est pas super important. Tac, donc il peut être associé à d'autres fonctions, ce serait un dérivé acétylénique. En gros, c'est juste que comme la dernière fois avec les alcynes, en gros, je peux avoir un alcyne. Et par exemple, sur mon carbone numéro 5, par exemple, si vous prenez la molécule ici, qu'on vous donne là le fameux 4,4-diméthyl-X2-IN. Par exemple, imaginons qu'au niveau du carbone 5, enfin, au niveau du carbone 1, par exemple, à la place d'avoir un CH3, je mets CH2 et je mets une fonction, je sais pas moi, si je mets une fonction alcool, par exemple, une fonction hydroxyle, dans ce cas-là, j'aurai à la fois une fonction éthyle, du coup. Donc pour les alcynes, j'aurai à la fois une fonction donc éthyle, on appelle ça acétylénique, parce qu'en fait, vous avez vu pour le cours des orbitales aussi que à l'époque on parlait d'acétylène pour parler donc des éthines, on parlait d'acétylène, donc d'où le nom acétylénique. Bref, c'est pas très important. Hop, l'hybridation SP, petit rappel d'orbital, donc le fait que la structure sera linéaire. Pas besoin de revenir là-dessus, vous l'avez déjà vu en orbital. Et donc, ce qui par contre est le seul point du cours qui va être différent ici du cours des alcènes, c'est qu'en fait, je peux avoir soit un alcyne vrai, soit un alcyne dissubstitué. C'est très simple. Votre alcyne vrai, c'est celui qui est à droite sur la représentation. C'est-à-dire que vous allez avoir votre C triple liaison, qui va être d'une part lié à un R. R, on appelle ça une chaîne alkyle. En fait, c'est juste des carbones et des hydrogènes, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, etc. Plein de CH qui sont reliés. Et le truc, c'est qu'en fait, de l'autre côté, on est lié à un seul hydrogène. Donc, si vous voulez, votre liaison ici, qui forme l'alcyne, elle est en bout de chaîne. Alors qu'à l'inverse, lorsque ma liaison, elle sera en milieu de la molécule, que là, je vais avoir plein de carbone et d'hydrogène de part et d'autre de la triple liaison, dans ce cas-là, on parlera d'alcyne disubstituée. Ok? Si je vous ai perdu, vous m'interrompez. Encore une fois, n'hésitez pas. Du coup, là, la nomenclature, je passe, c'est pas important. Donc, au niveau des réactivités, donc c'est les différentes réactions que l'on va faire. On va voir encore une fois l'addition électrophile, vous voyez, pareil que pour les alcènes. Les réactions d'oxydation, pareil que pour les alcènes. Et enfin, on va avoir une seule réaction, c'est la réaction propre aux éthines
vrais ou aux acétylényines vraies. En fait, c'est une réaction qui va concerner ces alcynes vrais, là, ce fameux alcyne vrai. On va voir qu'il a une caractéristique qui va pouvoir être utilisée par la suite. Je passe ici parce qu'on le verra par après. Donc la première réaction d'addition électrophile, c'est une réaction d'hydrogénation. Hydrogénation, normalement, ça vous parle. C'est quoi le principe? Ben, c'est que j'ajoute des hydrogènes du coup. Attention, petite nuance. Ici, il va y avoir plusieurs cas, il faut bien distinguer les différents cas. Si je pars de mon alcyne, que je mets donc du dihydrogène toujours, et que j'ajoute ce qu'on appelle du palladium désactivé, dans ce cas-là, je vais m'arrêter à l'alcène Z que je vais former par 6 additions. Donc, pourquoi? C'est ce qu'on appelle le palladium désactivé ou le palladium de Lindlar. Ici, vous avez la fameuse formule, la BaSO4, on s'en fout. En fait, le principe, c'est quoi? C'est que le palladium, si vous voulez, il va un peu s'auto-détruire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé du stade d'alcyne au stade d'alcène, bah, l'hydrogénation, elle va s'arrêter parce que le catalyseur, si vous voulez, comme s'il allait, il allait, entre guillemets, se désintégrer. Donc, ça me permet ça. Ça me permet quoi? Ça me permet que si, imaginons, je pars d'un alcyne, que moi, je veux uniquement former un alcène Z. Je vous rappelle que Z, c'est lorsque les groupements, ils sont du même côté. Ici, vous voyez le R et le R', ils sont tous les deux en haut. Donc dans ce cas-là, vu que je veux m'arrêter au stade d'alcène, je prends du palladium désactivé. Et donc une fois que j'ai mon alcène, si par contre là je veux poursuivre avec l'alcane, vous avez déjà vu pour la réaction des alcènes, platinium ou nickel de Raney. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir terminer ma réaction, encore une fois une 6 addition, depuis mon alcène Z jusqu'à mon alcane. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Ou alors, il y a une deuxième possibilité, c'est que si je veux pas me dire, ah bah d'abord je mets le palladium et après je mets le platine et le nickel, bah directement je mets mon platine et mon nickel. Et dans ce cas-là, je peux directement passer du stade d'alcyne, puis par l'alcène, puis à l'alcane directement. J'ai pas besoin de mettre de palladium, je m'en fous complètement de mon palladium. Je mets directement l'alcyne, le H2 avec mon fameux catalyseur qu'on a vu la semaine dernière, et je passe direct au stade d'alcane. Ok? Est-ce que je vous ai perdu? Vous m'interrompez, hein, encore une fois, s'il y a un problème. Donc, nous, ce qu'on a vu, pour l'instant, on est à là. Ensuite, il va y avoir une petite nuance. C'est que si on se concentre sur cette première réaction-là, c'est-à-dire pour passer du stade d'alcyne au stade d'alcène Z, eh ben, il va y avoir une seconde possibilité qui est, à la place donc d'avoir du palladium désactivé, je vais mettre ici, comme vous le voyez, du sodium avec de l'ammoniac liquide. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais réagir, mais au lieu d'avoir un alcène Z, je vais obtenir un alcène E. Il faut retenir que le mécanisme, il est radicalaire. Donc, c'est-à-dire, on passe par la formation d'un radical. Donc, il y a plusieurs trucs à connaître sur cette réaction-là d'hydrogénation. Un, c'est que bah, l'hydrogénation nécessite du palladium, pardon, désactivé si je veux m'arrêter au stade d'alcène Z. Si je veux passer du stade d'alcène à l'alcane ou alors de l'alcyne à l'alcane, je fais comme on a vu la semaine dernière avec le dihydrogène et le platine ou le nickel. Et si maintenant, au lieu de former l'alcène Z avec le palladium désactivé, je veux former un alcène E, et ben je passe par un mécanisme radicalaire et je vais avoir besoin de sodium, Na c'est le sodium, avec du NH3 liquide que l'on appelle NH3, c'est l'ammoniac. Voilà, c'est tout ce que vous devez retenir pour cette première réaction d'hydrogénation des alcynes. Donc, s'il n'y a pas de questions, on continue. Donc, maintenant, on va passer à la réaction qu'on appelle d'halogénation des alcynes. Donc, comment ça se passe cette halogénation des alcynes? Bah, là, le X, c'est un halogène, hein, ça peut être soit le Br, le Cl, le brome, le chlore, on a eu l'iode, le fluor également. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je prends mon alcyne, je vais tout d'abord ajouter deux bromes ou deux chlore ou deux ce que vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pareil que pour les alcènes, c'est-à-dire que je vais avoir le même mécanisme, ce qu'on appelle une transaddition. Et donc, lorsque je vais passer au stade de transaddition, une fois que j'ai fait ma première étape, si je veux passer du stade d'alcène ici à un alcane, je vais rajouter encore une fois du dibrome. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Je vais avoir ce qu'on appelle un tétrahalogénoalcane. C'est-à-dire qu'en fait,
vous voyez que quand je passe de là à là, bah, puisque j'ai deux bromes dans ma réaction, les deux bromes ils viennent se fixer ici par transaddition, le premier et le deuxième. Et si encore une fois, bah, j'en rajoute deux, bah, du coup forcément il y en a deux nouveaux qui vont se fixer sur la molécule. Ça me donne ce qu'on appelle un tétrahalogénoalcane, c'est-à-dire que l'alcane il porte quatre bromes. Ici, ici, ici et ici. Et donc ça dépend en fait du nombre, si vous voulez, vous allez revoir, vous allez voir ça, vous avez dû le voir en première et vous allez le revoir pour ceux qui ont spé physique en terminale. En fait, c'est que si je vais avoir ce qu'on appelle la notion donc d'équivalence, etc., etc. Donc ici, imaginons que je mets un excès maintenant de dibromes. Et bien en fait, ça va me permettre de passer directement du stade d'alcyne au stade de tétrahalogénoalcane. En fait, si je mets beaucoup de dibromes, dans ce cas-là, eh ben, toutes les molécules d'alcyne vont se transformer en alcane. Et je vais pas avoir besoin donc de mettre une partie du dibrome, d'attendre que l'alcène se forme, et ensuite de rajouter à nouveau du dibrome. Ça va se faire, si vous voulez, automatiquement. Donc c'est ça que vous devez retenir, c'est que le mécanisme, c'est toujours une transaddition pour l'halogénation, que je passe d'un alcyne ici à un alcène, puis d'un alcène à un alcane. À chaque fois, j'ajoute deux bromes. Donc là, j'ai du dibrome, deux bromes. Et ensuite, là, je vais passer à un 4 brome, hein. Je vous prends l'exemple du brome, c'est pareil pour le chlore. J'obtiens un tétrahalogénoalcane. Et donc, lorsque j'ajoute deux équivalents, c'est-à-dire que je mets beaucoup, beaucoup de dibromes, dans ce cas-là, je ne vais pas avoir besoin de passer par cette étape intermédiaire. Je vais directement pouvoir passer du stade d'alcyne au stade d'alcane. Voilà. Donc ça, c'était pour l'halogénation. Ensuite, je vais avoir la troisième réaction, ça va être l'hydrohalogénation. Comment ça se passe cette hydrohalogénation? Comme le nom l'indique, hydro pour l'hydrogène, halogène pour l'halogène. Donc ici, on va prendre l'exemple du HBr. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, je vous rappelle, on est en condition ionique. L'avantage, c'est que dans le cas des alcynes, on ne vous parle pas des conditions radicalaires, donc ce n'est pas à connaître. Il faut juste savoir que l'hydrohalogénation pour les alcynes, vous verrez toujours des réactions où elle se fait en condition ionique. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, j'ai mon alcyne. Donc, j'ai mon alcyne, donc avec mon HBr. Encore une fois, ici, vous voyez que j'ai mis un alcyne vrai. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que moi, je vais vouloir appliquer ce qu'on appelle la règle de Markovnikov. Et donc, et donc, la règle de Markovnikov, c'est que l'hydrogène va rejoindre le carbone le moins substitué, ou le plus hydrogéné. Sauf que si maintenant, à la place d'un alcyne vrai, j'avais eu un alcyne dit substitué, et ben au final, les deux carbones, ils auraient été autant substitués l'un que l'autre. Et donc, dans ce cas-là, ben, j'aurais pas eu ce qu'on appelle de régiosélectivité. Ça veut dire que j'aurais pas formé un produit plus qu'un autre. J'aurais formé les deux mêmes produits. Ce qu'on va vous dire ici, hop, pardon, ce que- hop, ce qu'on vous dit ici, vous voyez que, hop, tac, vous voyez ici que lorsque je prends un alcyne que vous voyez ici qu'on appelle disubstitué, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un R et un R', et ben dans ce cas-là, je vais avoir deux produits possibles, soit celui-ci, soit l'autre. Vous voyez, encore une fois, toujours par transaddition, hein, cette fameuse transaddition. Pardon, il n'y a pas de transaddition ici. Excusez-moi, je voulais parler de la règle de Markovnikov. Donc, on n'applique pas la règle de Markovnikov ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que j'ai deux carbones qui sont autant substitués l'un que l'autre, dans ce cas-là, je vais avoir deux produits possibles. Soit les deux bromes se fixent sur un carbone, soit les deux bromes se fixent sur l'autre carbone. Et donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas de régiosélectivité. Donc, la régiosélectivité, à la fois pour les alcènes et pour les alcynes, elle ne peut s'appliquer que quand j'ai un alcène ou un alcyne qui n'est pas autant, où les deux carbones de la liaison centrale ne sont pas autant substitués l'un que l'autre. Donc, si je dois reprendre, donc qu'est-ce que c'est cette réaction? Comment est-ce que ça se passe? J'ai un alcyne vrai ici. J'ajoute donc du HBr. Qu'est-ce qui se passe? J'applique la règle de Markovnikov. Donc l'hydrogène rejoint le carbone le plus hydrogéné ou le moins substitué, donc le carbone de droite en l'occurrence. Le brome rejoint le carbone de gauche. Et ensuite, j'ajoute encore une fois du HBr. Et encore une fois, j'applique toujours la même règle de Markovnikov. C'est-à-dire qu'une fois que que maintenant, là, dans ce cas-là, si vous voulez, une fois qu'on a fait la première étape, la deuxième étape, c'est comme ce qu'on avait vu avec les alcènes. Sauf que là, du coup, la seule particularité, c'est qu'il y a un brome
Mais ça change pas, sinon l'hydrogène, toujours règle de Markovnikov, se fixe avec les autres hydrogènes, ou avec le carbone le moins substitué. Et j'obtiens du coup le brome qui va se fixer sur le carbone qui porte déjà un brome. Et ça a un nom particulier, c'est ce petit gemme que vous voyez. En gros, ce gemme-là, il veut dire que, que les deux bromes sont portés par le même carbone. Donc on va parler ici de gemme dibromoalcane. Dibromo parce qu'il y a deux bromes. Et un alcane parce que ici vous voyez que j'ai plus de double ou de triple liaison. Ok, ça vous va? Il n'y a pas de question? Donc, si on doit rapidement récapituler, on a vu l'hydrogénation, hop, avec différentes possibilités, soit du palladium désactivé, où je passe de l'alcyne à l'alcène, soit je vais avoir le nickel et le platine, où je vais pouvoir passer de l'alcyne à l'alcane, ou alors de l'alcène à l'alcane, comme on l'avait vu la fois passée. Et ensuite, la particularité, c'est que je peux également avoir un mécanisme radicalaire, où je vais former non pas cette fois un alcène Z, mais un alcène E. Et donc dans ce cas-là, avec cet alcène E, donc ça demande du sodium et de l'ammoniac liquide. Ensuite, on a dit la réaction d'halogénation, que l'on a vu juste au-dessus. Hop, oh là là, pardon. La réaction d'halogénation qu'on a vue juste ici, toujours par transaddition, l'halogénation. Tac, j'ajoutais mes deux bromes, j'ajoute encore une fois mes bromes, j'obtiens en total 4 bromes, donc tétra-halogénoalcane. Et enfin, on a dit, oh là là, et ici, on a dit donc l'hydrohalogénation, qui se fait donc toujours en conditions ioniques, à l'inverse des alcènes, je vous rappelle, où les alcènes, on avait les conditions ioniques et les conditions radicalaires, avec la règle de Markovnikov d'un côté et l'effet Karash de l'autre côté. Dans ce cas-là, j'ai uniquement la règle de Markovnikov. Et cette règle de Markovnikov, petit rappel, à la fois pour les alcènes et pour les alcynes, ne pourra s'appliquer que si j'ai deux carbones qui ne sont pas autant substitués l'un que l'autre. Parce que si mes deux carbones sont autant substitués l'un que l'autre, eh ben, j'ai aucune raison que le boron se fixe plus sur le carbone de gauche ou sur le carbone de droite, et vice-versa. C'est pour ça que j'obtiendrai 50-50 de deux produits possibles ici. Petit rappel de ce que vous avez vu en stéréochimie. Mais ici, on parlera de fameux isomères. Et là, c'est quoi la notion? C'est que là, je vais avoir des isomères de position. Parce que vous voyez que mes bromes ne sont pas au même endroit. Donc, j'ai des isomères parce que j'ai les mêmes formules chimiques. Mais je vais avoir des isomères de position parce que les groupements ne sont pas placés au même endroit. Donc, ça, c'est ce que vous deviez savoir pour. Ça, c'est ce que l'on a vu. Donc, les trois premières réactions. Et enfin, on a la dernière réaction d'addition électrophile. Encore une fois, je fais un rappel, mais c'est important de comprendre tout ça. La dernière réaction d'addition électrophile, c'est cette réaction d'hydratation. Donc cette réaction d'hydratation, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a quelques particularités. Donc si on va parler d'équilibre cétoénolique, je vais essayer de vous expliquer au maximum. C'est un petit peu une notion complexe que dans tous les cas, vous reverrez dans un cours de chimie ultérieurement. Donc qu'est-ce qui se passe? La règle de Markovnikov, donc là, j'applique la règle de Markovnikov avec le H2O. Donc, qui dit règle de Markovnikov, dit que le H se fixe sur le carbone le moins substitué et le HO se fixe sur le carbone le plus substitué. C'est pour ça que l'on obtient ici, ce que vous voyez. Attention, petite particularité que je tiens à souligner. Ici, j'ai besoin d'ion mercure, donc, ou alors de sulfate de mercure, comme vous le voyez ici. Donc, pour faire cette réaction, alors que dans le cadre de la réaction d'hydratation des alcènes, j'avais pas besoin de catalyseur. Si ce n'est, bien évidemment, l'ajout du H2O. Mais j'avais pas besoin de catalyseur. Ici, j'ai besoin d'un catalyseur. Ainsi que d'acide sulfurique également. Donc, il faut retenir que en haut, pour l'hydratation, j'avais besoin que de l'acide sulfurique. Et là, j'ai en plus besoin de sel de mercure. On s'en fout de savoir pourquoi. En tout cas, c'est le cas. Maintenant, je reprends. J'ai mon alcyne vrai ici, que vous voyez. Je vais ajouter donc ce fameux H2O. Réaction classique, règle de Markovnikov. Je vais avoir le HO ici. Donc, c'est-à-dire que le H se fixe sur le carbone le moins substitué, c'est-à-dire le carbone de droite. Et enfin, le HO se fixe sur le carbone le plus substitué, c'est-à-dire le carbone de gauche. Jusque-là, on est bon. Et donc, on va former ce que l'on appelle un énol. Pourquoi énol? Parce que ol pour la fonction HO, c'est-à-dire la fonction hydroxyle, et N pour l'alcène, parce que vous voyez que j'ai un C double liaison en plein milieu. Donc, j'obtiens ce fameux énol. C'est quoi en fait le problème? C'est que si vous voulez, j'ai un énol. Cet énol-là, il va pas être stable.
Encore une fois, je vous rappelle, donc c'est des règles générales, qu'en chimie organique, le but c'est d'être stable au maximum. Or, ici, vous voyez que j'arrive pas à atteindre cette fameuse stabilité, parce que si je suis pas stable, eh ben, ma molécule va continuer de se désintégrer, de se reformer, de se transformer, dans le but de toujours être le plus stable possible, c'est-à-dire au plus bas niveau d'énergie. Donc ici, mon énol, il n'est pas stable. Et s'il n'est pas stable, ça lui va pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va devoir, encore une fois, eh ben, il va devoir se transformer. Et donc, en quoi il va se transformer? En une cétone. Donc, comment ça va se passer? Si vous voulez, je ne vais pas vous faire tout le mécanisme, parce qu'on s'en fout royalement du mécanisme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, je vais avoir l'hydrogène donc de la fonction OH qui va migrer et qui va en fait, si vous voulez, faire une liaison avec le carbone de droite. Donc en fait, cet hydrogène qui était normalement une fonction de la fonction alcool, il va partir, il va se fixer sur le carbone de droite, et il va y avoir une double liaison qui va se former entre le C et le O. Et donc finalement, j'obtiens une cétone, vous voyez ici le produit, c'est-à-dire que l'hydrogène, il s'est barré, il est allé au niveau du second carbone. Vous voyez ici que j'ai 3 hydrogènes et que j'en ai plus 2, j'en ai cette fois 3. Et j'ai de former une liaison, double liaison C double O, et une C double O en milieu de chaîne, on appelle ça une fonction cétone. Et donc ça porte un nom, ça s'appelle l'équilibre ou la tautomérie cétoénolique. Et donc ici, ce qu'il faudra retenir, c'est que à 99%, je vais fermer ma cétone. Donc si vous voulez, si on vous demande le produit de la réaction d'hydratation d'un alcyne, il ne faudra pas dire un énol, il faudra dire le produit majoritaire. Et ce produit majoritaire, ce sera l'acétone. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir, très important. Et si, encore une fois, quand les alcènes sont disubstitués, pas de règle de Markov-Nikov, c'est très important à comprendre. Donc, si, encore une fois, si vous avez des questions, vous activez votre micro, vous m'interrompez, il n'y a pas de souci. Donc, encore une fois, on vous montre ici que si j'ai un alcyne qui est disubstitué, comme vous le voyez sur votre gauche, dans ce cas-là, je vais former deux produits qui vont être des isomères de position, ici avec deux cétones, sauf que ces deux cétones vont être différentes parce que ce n'est pas le même carbone qui porte la fonction COO. Ok, Ah, donc là, oui, juste si j'ai bien compris, les nuls, il n'est pas stable parce qu'il y a une insaturation. pardon, j'ai pas entendu. Non, en fait, c'est pas lié à ça, c'est juste que, pardon, hop, je te remontre ici. Je te remontre là, ici, l'énol. En fait, le principe de double, c'est pas vraiment parce qu'il y a une double liaison, parce que les alcènes, normalement, ils sont stables. En fait, c'est plus que le fait que, si tu veux, c'est un peu lié à des répartitions d'électrons entre les différents atomes, qu'en fait, le fait que l'oxygène, il nécessite beaucoup d'électrons, parce qu'il est très électronégatif, alors que la fonction alcène également, elle a une double liaison, donc elle a beaucoup d'électrons. Si tu veux, il y a une espèce de pseudo-conflit un petit peu, ce qui entraîne que l'hydrogène il migre. Mais bon, c'est pas le pourquoi du comment, c'est pas, enfin, c'est intéressant, mais c'est pas à connaître. Ok, Ok? merci, c'est bon. Ok, parfait. Donc, la chose que je veux retenir, c'est que l'énol ne reste pas comme il est. C'est comme ce qu'on avait vu avec les aldéhydes, si vous préférez. On avait vu donc pour les réactions d'oxydation classiques que les aldéhydes ils se transformaient, ils devenaient des acides carboxyliques. Et ben, ici, c'est le même principe. L'énol se transforme pour donner une cétone. Enfin, il se transforme. Si vous voulez, il reste un pourcentage extrêmement faible d'énol. C'est pour ça qu'on considère comme s'il n'y avait que des cétones, mais il y a encore un petit peu d'énol. Ok. Du coup, maintenant, une fois qu'on a vu ça, on va passer. Donc, il nous reste deux réactions avant d'avoir fini ce cours sur les alcynes. Donc, la première réaction, c'est une réaction d'oxydation très très facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, on forme toujours deux acides carboxyliques. Comme vous le voyez ici, je forme deux acides carboxyliques, un premier et un second. Et donc, puisque c'est une réaction avec un oxydant fort, ça marche pour le KMNO4 concentré à chaud avec des ions hydrogène. Pour le K2CR2O7, comme c'est tout ce qu'on avait vu avec les alcènes, c'est la même chose. C'est les mêmes réactifs, c'est-à-dire permanganate de potassium, KMNO4, concentré à chaud, avec encore une fois les ions hydrogène apportés généralement par l'acide sulfurique, H2SO4, etc., etc. Ensuite, le K2CR2O7, c'est-à-dire le dichromate de potassium, concentré à chaud avec des ions hydrogène. Et ensuite, l'ozonolyse, avec donc de l'ozone, O3. Et donc, quel que soit l'oxydant que j'utilise, à la fin, j'obtiens deux acides carboxyliques que vous voyez ici. Bon, c'est pas les mêmes
Parce qu'ici, j'ai une fonction, une chaîne carbonée, et ici, j'ai juste un hydrogène, mais on s'en fout. Je tiens tout de même deux acides carboxyliques tout le temps. Donc là, pas besoin de se casser la tête à étudier le produit initial. Deux acides carboxyliques, c'est tout ce qu'il faut retenir. Donc ça, c'est une réaction plutôt facile. Quand il y a des réactions faciles, eh ben, on est content, tout simplement parce que ça nous fait moins de choses à apprendre. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la dernière réaction de ce cours-là, avant qu'on passe au cours sur les alcools. Cette dernière réaction, on l'appelle, c'est une réaction propre aux alcynes vraies. Les alcynes vraies, comme vous le voyez à gauche, c'est un alcyne donc, qui est relié à un hydrogène et à une chaîne carbonée R. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cet alcyne vrai, je vais pouvoir former ce que l'on appelle un ion alcynure. C'est très simple. Tout simplement, l'hydrogène se barre. Et si l'hydrogène se barre, eh ben, le carbone il devient moins, parce qu'il fait plus que 3 liaisons. Et dans ce cas-là, j'ai l'apparition d'un ion, que l'on appelle l'ion acinure. Donc, et donc ça se fait grâce à une base ou un métal. Pourquoi? En fait, c'est une réaction d'oxydation et d'oxydoréduction très simple. Si vous voulez, et ben en gros, enfin, c'est pas une réaction d'oxydation. Enfin, si vous voulez, c'est une réaction, pardon, pas d'oxydoréduction, c'est une réaction acide-base très simple. C'est qu'en fait, vous savez que, je sais pas si vous avez encore, si vous avez vu ça en terminale. Normalement, vous l'avez vu en tous les cas dans les cours là que vous faites le dimanche. En tout cas, une réaction acide-base, c'est quand je vais avoir des échanges d'hydrogène. Comme vous le voyez ici, j'ai un hydrogène qui se casse. Donc, l'hydrogène part de mon alcine vrai, j'obtiens un ion alcynure. Et cet hydrogène-là, puisque c'est une réaction acide-base, bah, ici, je vais avoir l'alcyne qui est l'acide. Et la base va capter ce H, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de réaction acide-base. Et ça peut se faire soit par une base, soit par un métal. Le métal, la base, c'est ce qu'on appelle l'amidure de sodium. Si vous voulez, l'amidure de sodium, on l'utilise parce que c'est une base qui est très forte. C'est-à-dire qu'elle a une grande capacité à attirer les protons, donc les hydrogènes. C'est pour ça que on peut utiliser soit l'amidure de sodium, soit le sodium ou le lithium, ici, dans les deux exemples de métal que l'on vous donne. C'est pas important. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'hydrogène, il est acide. Et donc, il va être arraché. Je vais former un ion alcynure. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tac. Mon ion alcynure, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que je vais le faire réagir donc avec du sodium. Et je vais former ce qu'on appelle un alcynure de sodium. Si vous voulez, je vais avoir la formation d'une liaison ionique. Vous le reverrez par la suite, mais une liaison ionique, c'est une liaison tout simplement entre deux ions. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Cet alcynure de sodium, il va être nucléophile. Pourquoi est-ce qu'il va être nucléophile? Encore une fois, c'est toujours pareil, parce que du coup, il a la triple liaison, elle est très riche en électrons. Donc si je suis riche en électrons, j'aime toujours ce qu'il me manque. Il me manque quoi? Ben, il me manque, si vous voulez, des noyaux, entre guillemets. J'ai trop d'électrons. Qui dit trop d'électrons dit nucléophile. Qui dit pas assez d'électrons dit électrophile. Donc ici, je vais réagir, je suis nucléophile du coup. Donc je vais réagir forcément avec des électrophiles. Par exemple, le CH3BF. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'en fait, eh ben, le CH3 va venir se fixer au niveau donc du carbone ici. Pourquoi est-ce que c'est le CH3 qui se fixe et pas le boron? Parce que vous voyez delta plus, delta moins. C'est par rapport à l'électronégativité. Le CH3, il est delta plus, électropositif. Donc, il va se lier avec le carbone qui est très, si vous voulez, qui est très négatif. C'est pour ça que le CH3 se forme. Et que le Br, il va rejoindre le sodium pour former ce qu'on appelle du NaBr, du bromure de sodium, on s'en fout. Et donc, en fait, c'est quoi l'intérêt de toute cette réaction? C'est que, comme vous le voyez, à la base, j'avais un alcine vrai, ici. Et grâce à la formation de l'ion alcynure, puis à l'ajout du sodium et du CH3Br, je passe à un alcyne ici, qu'on appelle disubstitué. Parce que vous voyez que le carbone, il est lié avec un groupement CH3. Donc, en fait, cette réaction propre aux alcynes vrais, elle me permet de passer d'un alcyne vrai à un alcyne disubstitué. Ok? Est-ce qu'il y a des questions sur cette réaction? Est-ce qu'il y a besoin que je réexplique certaines choses ou pas? Vous me dites. Si vous avez tous compris, donc si personne n'active son micro, j'imagine que tout le monde a compris, c'est une très bonne nouvelle. Donc si tout le monde a compris, on va pouvoir directement enchaîner sur le cours d'alcool. Donc je vais vous projeter, Dan va vous l'envoyer normalement d'ici dans la journée. Donc le cours d'alcool, ici, donc ce que l'on va faire, donc ce fameux cours d'alcool, je vais vous le partager de ce pas. Donc, tac, hop là.
Hop, hop là, et hop là. Tac, tac. Donc, on va faire ici le cours d'alcool. C'est un cours qui est pas très long. Il fait, je crois, 13 pages. Donc, c'est encore une fois deuxième cours de chimie organique. Si vous voulez, en chimie organique, donc il y a tout le gros cours qu'on a fait sur tout ce qui était alcane, alcène, alcyne. Ensuite, il y a les alcools. Ensuite, il y a les amines, c'est un tout petit chapitre. Après, aldéhyde et cétone, c'est également un petit chapitre. Et enfin, il y a les acides carboxyliques. Et donc, tout ça, c'est le module de chimie orga. Ça fait à peu près 4 cours et demi, 4 cours, un truc comme ça. Donc, nous, pour l'instant, on a fait alcane, alcène, alcyne. Donc, ça, c'est plié. Donc vraiment, il faut que vous arriviez à bien bosser ce cours. Je sais qu'au début, la chimie orga, ça peut vous paraître compliqué, mais à force, vous allez voir que ça rentre très facilement. Au final, c'est vraiment pas ce qui va vous poser de problème l'année prochaine. Donc ici, on va commencer directement ce cours sur les alcools. Donc on y va. Donc la particularité d'un alcool, c'est la possession donc d'une fonction hydroxyle, fameuse fonction hydroxyle OH. Cette fonction elle est liée à un carbone qui est hybridé sp3. Encore une fois, c'est comme mes 4 orbitales donc, de ma deuxième couche. Ces quatre orbitales, donc l'orbital S et les trois orbitales P, elles vont, si vous voulez, donc elles vont s'hybrider pour former quatre orbitales qui vont être exactement de même niveau énergétique. Et donc c'est le principe de l'hybridation finalement. C'est pour ça qu'on se lie à un carbone sp3. Formule brute, encore une fois, vous l'avez, on s'en fout un petit peu. Vous la remettez dans un coin de votre tête au cas où vous voulez la prendre, mais c'est vraiment pas important. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est que la réactivité, elle est due à cette fameuse liaison CO. C'est-à-dire que vous allez voir que je vais avoir. Donc, à chaque fois, il faut dans votre tête, vous puissiez vous dire quelles réactions sont possibles. Par exemple, pour les alcanes, j'ai qu'un seul type de réaction, la substitution nucléophile par halogénation radicalaire. Pour les alcènes, j'ai deux types de réactions, addition électrophile, donc soit dihydrogénation, donc dihalogénation. Je peux avoir l'hydrohalogénation en conditions ioniques et en conditions radicalaires, ainsi que l'hydratation. Ensuite, j'avais les réactions d'oxydation, oxydation douce, oxydation forte, ozonolyse réductrice. Ensuite, pour les alcynes, j'ai trois types de réactions. Les additions électrophiles, c'est exactement les mêmes que pour les alcènes. Les réactions d'oxydation, il n'y en a qu'une, c'est toujours le même principe. Je forme que des acides carboxyliques. Ensuite, j'avais la réaction propre aux alcynes vraies. Et ici, je vais avoir plusieurs réactions que l'on va voir juste après. Donc ça, c'est vraiment très important que vous puissiez vous dire, avoir ça dans votre tête. Vous verrez que ça vous débloquera pas mal de situations. Donc la nomenclature, elle est très simple. Je vais avoir trois types d'alcool. Alcool primaire, secondaire ou tertiaire. C'est quoi le principe? Vous voyez la différence entre les trois molécules. C'est que on va étudier le carbone qui porte la fonction OH. Et on va voir en fait ce carbone à quoi est-ce qu'il va être lié. Si ce carbone, il va être lié à une seule chaîne R, donc on appelle ça une chaîne alkyle. Dans ce cas-là, je parlerai d'alcool primaire. Si le carbone il est lié avec deux chaînes alkyles, alcool secondaire. Et si le carbone il est lié avec trois chaînes alkyles, alcool tertiaire. Mais évidemment, si le carbone il va être lié avec trois hydrogènes, on parlera ici de méthanol, mais c'est pas ce qui va nous intéresser. Par exemple, petit exemple de nomenclature, vous le voyez ici. Donc, je vais avoir ici le 3-propyl heptane de Hall. Pourquoi? Pourquoi? Attendez. Oui, pardon. Vous voyez ici la nomenclature. Pardon, c'est même pas le 3-propyl. Ah, attendez, il y a un petit problème sur la numérotation là que je viens de voir. Pardon, oubliez cette numérotation-là, il y a une petite erreur dans le cours. En gros, si vous préférez, à la place du 7, il faut mettre un 1, à la place du 6, il faut mettre un 2. La numérotation, elle a été faite dans le mauvais ordre. Donc, si vous préférez, la fonction alcool, elle est sur le carbone numéro 2. Parce qu'en fait, je vous rappelle qu'en nomenclature, le but, c'est que la fonction alcool, ou enfin que la fonction, peu importe quelle qu'elle soit, il faut qu'elle soit toujours avec le plus carbone qui a le plus petit numéro. Donc ici, je ne vais pas parler de heptane 6 ol, mais plutôt de heptane 2 ol. Donc il faut juste inverser en fait la numérotation des carbones. Vous voyez que ici, j'ai une ramification de 3 carbones. Hop, là, au niveau du carbone, du coup, numéro 3, d'où le 3-propyl. Donc si vous avez compris la nomenclature, tant mieux. Si vous ne l'avez pas compris, on s'en fout, c'est pas important. Donc, quand la fonction alcool n'est pas prioritaire, on va parler de substituant hydroxy. Je vous rappelle, donc au tout début du cours d'alcane, on avait vu donc à la première page, on avait vu, si vous voulez, un ordre des substituants.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi quand est-ce que je suis prioritaire ou non? C'est quand je vais avoir plusieurs fonctions. C'est-à-dire que j'ai la même molécule qui porte une fonction alcool, une fonction amine par exemple. Et ben en final, laquelle est-ce que je vais mettre, si vous voulez, vous savez que normalement on numérote la fonction à la fin. Par exemple, ici j'ai heptane 2 ol. Le ol il se met à la fin de la molécule. Dans ce cas-là, si j'ai deux fonctions, bah, en fait, moi ce que je vais savoir, c'est laquelle je vais considérer comme prioritaire, c'est-à-dire celle que je vais mettre à la fin de la molécule, et laquelle je vais considérer comme non prioritaire, c'est-à-dire que je vais mettre au début comme si c'était une ramification. Et donc dans ce cas-là, lorsque la fonction alcool n'est pas prioritaire, je vais mettre hydroxy en début de chaîne. C'est pas important, on s'en fout. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, donc c'est la suite. Donc tac, tac, ça c'est la nomenclature, c'est pas important. Ici vous voyez méthanol, éthanol, isopropanol, on s'en fout. Tac, tac. Voilà. Donc c'est les propriétés des alcools. Donc il y a une propriété hyper importante des alcools, c'est la formation de liaisons hydrogènes. Qu'est-ce que c'est qu'une liaison hydrogène? Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas encore en terminale. Pour certains, oui, peut-être certains, non, je ne sais pas. Ou si vous l'avez vu autre part, je ne sais pas. Donc pour les liaisons hydrogènes, ne vous inquiétez pas, vous le reverrez aussi dans pas mal de cours. Donc notamment dans le premier cours, donc je ne sais pas si vous avez fait un petit peu de l'UE3, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais si c'est le cas, bah, vous l'avez vu, ça vous fera un petit rappel sur la liaison hydrogène. En fait, la liaison hydrogène, sinon vous le voyez, je crois, en terminale normalement. Bref, la liaison hydrogène, c'est quoi le principe? C'est qu'en fait, lorsque j'ai plein d'alcool, vous imaginez bien que lorsque j'étudie, par exemple, lorsque je vais avoir une solution, je ne vais pas avoir une seule molécule d'alcool, je vais en avoir des millions. Et donc, dans ces millions de molécules d'alcool, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, eh ben, les différents alcools, ils vont, si vous voulez, être en solution. Et en fait, il va y avoir, donc, toujours encore une fois, l'électronégativité, je vais avoir des interactions. C'est quoi? Et en fait, l'oxygène, qui est delta moins, si vous voulez, il va, entre guillemets, attirer l'hydrogène delta plus. Il va se former une pseudo-liaison entre les deux. Et donc ça va former ce que l'on appelle une liaison hydrogène. En gros, c'est juste dû à l'électronégativité. Et donc, en fait, l'électronégativité, elle fait que, eh ben, lorsque j'ai des molécules avec, donc il faut que l'atome il porte des doublés non liants. Et lorsque je vais avoir également un déshydrogène, il va pouvoir y avoir la formation de liaisons hydrogènes. Et donc ça a deux conséquences très importantes. Une conséquence sur le point d'ébullition et une autre sur la viscosité. Qu'est-ce que c'est que le point d'ébullition? C'est-à-dire que les liaisons hydrogènes, elles me permettent de stabiliser ma molécule. Et donc, si je veux, si vous voulez, si je veux passer de l'état liquide à l'état gazeux, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle une vaporisation ou alors une ébullition, et ben en fait, je vais devoir mettre, donc par exemple, imaginons que j'ai de l'eau, si je veux par exemple évaporer mon eau, je vais devoir aller à 100 degrés. Alors que si je prends des molécules qui n'ont pas donc, de liaison hydrogène, vous voyez que la température d'ébullition, elle est largement inférieure. Petite information, bien évidemment, les chiffres ne sont pas à apprendre du tout, ça ne vous sert strictement à rien de les apprendre. Donc en fait, c'est juste pour vous démontrer quoi? Que lorsque je suis à faible température, lorsque je n'ai pas de liaison hydrogène, et j'ai besoin d'une faible température, donc c'est-à-dire de peu d'énergie thermique pour que ma molécule s'évapore. Alors qu'à l'inverse, lorsque j'ai des liaisons hydrogènes, vu que je suis très stable, j'ai besoin de beaucoup d'énergie thermique pour faire en sorte que ma molécule s'évapore. Et enfin, la deuxième conséquence, c'est la viscosité. La viscosité, à quoi ça correspond d'un point de vue réel? Bah, tout simplement, si vous prenez votre miel, quand vous voyez que votre miel il coule, eh bien, il coule pas aussi vite que l'eau. Hein? Donc, pourquoi? Parce qu'il est visqueux. Vous le reverrez ensuite en mécanique des fluides. Vous verrez, il y aura plein de notions sur la viscosité. C'est pas ici le sujet. Donc maintenant, on va voir la réactivité. La réactivité, ça veut dire comment est-ce que enfin, ma molécule peut réagir. Je vais avoir différentes propriétés. En l'occurrence, il y en aura quatre. C'est-à-dire quatre types de réactions qui vont pouvoir être réalisées par ma molécule d'alcool. Donc rapidement, l'oxygène très électronégatif par rapport au carbone et à l'hydrogène. Donc je vais avoir des liaisons très polaires. Donc vous le voyez ici, on vous le représente. Delta plus, delta moins, delta plus. L'oxygène, il est très électronégatif. Normalement, vous le voyez, hein, c'est logique. Lorsque vous regardez votre tableau, l'oxygène, bah, c'est quasiment l'atome qui est le plus électronégatif après le fluor, presque. Donc, je vais avoir des liaisons très polaires. Et puisque la liaison, par exemple, OH, elle est très polaire, c'est-à-dire qu'elle peut facilement se rompre, cette liaison. Et dans ce cas-là, je vais libérer mon hydrogène.
Et ça, lorsque je libère un hydrogène, on appelle ça une réaction acido-basique. Ensuite, je vais avoir une seconde réaction qui on va appeler, donc donc si vous voulez, c'est des propriétés nucléophiles. Tac. Hop. Je vais avoir donc des propriétés. Oh là là. Oui, je sais toujours pas me servir d'un ordi. Alors que je suis en deuxième année de médecine, c'est pas grave. Hop là. Je vais avoir donc des propriétés nucléophiles. C'est-à-dire quoi? C'est lorsque je vais avoir une liaison C. Donc vous savez que la liaison CO, elle est très polaire. Polaire, c'est lorsqu'il y a une différence d'électronégativité importante. Donc elle va également pouvoir se rompre facilement. Et donc lorsque ma liaison va se rompre, je vais obtenir un carbone qui va être en déficit d'électrons. Pourquoi? Parce que l'oxygène étant très électronégatif, l'oxygène, il va emporter votre électron. Du coup, par conséquent, vous allez avoir, pardon, vous allez avoir votre carbone ici qui va du coup pouvoir enfin, la liaison entre le carbone et l'oxygène va pouvoir se rompre. Et donc dans ce cas-là, eh ben, l'oxygène va, si vous voulez, puisqu'il est plus électronégatif, le principe c'est qu'il va entre guillemets remporter l'électron. Et donc eh ben, votre carbone va être déficitaire en électrons. Qui dit déficitaire en électrons dit qu'il va être électrophile. Et qui dit électrophile dit je vais réagir avec des nucléophiles. Tac. Donc ça c'est donc on avait vu les réactions acide-base, réactions donc enfin, par addition nucléophile. Troisième type de réaction, c'est une oxydation classique. Donc, c'est-à-dire que je peux rompre cette liaison CO grâce à en oxydant la fonction alcool. Et enfin, je vais pouvoir avoir l'oxydation. On verra qu'on peut oxyder les alcools. On le reverra par la suite. Donc, quatre types de réactions. Acido-basique, de réaction donc par addition nucléophile, ou alors carrément une rupture de la liaison CO, ou bien une oxydation. Et enfin, très important à retenir, l'alcool, c'est le plus faible degré d'oxydation. Si vous voulez, je vais avoir différents degrés dans l'oxydation. L'alcool, le plus fort, ce sera l'acide carboxylique, enfin, parmi les fonctions que vous connaissez. Et l'alcool, c'est donc quand on est en alcool, on est oxydé, certes, mais on est faiblement oxydé. Hop là. Ah. Du coup, donc vous allez avoir tout d'abord les acidités des alcools. Donc, ce qu'il faut retenir, ce que je vous ai dit juste avant, c'est que l'alcool, puisque la liaison OH, elle est très polarisée, l'hydrogène peut partir. Et du coup, si l'hydrogène part, il forme un ion qu'on appelle H+, et et l'oxygène devient O-. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a vu les différents types d'alcool, primaire, secondaire et tertiaire. Primaire, c'est lorsque le carbone qui porte la fonction OH n'est lié qu'à un seul CH3. Secondaire, c'est lorsqu'il y a deux CH3. Et tertiaire, 3 CH3. CH3 ou plus, hein, bien évidemment. Donc dans ce cas-là, on va vous dire une chose très 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 importante. Vous voyez que c'est en rouge dans le cours parce que ça retombe très très souvent en annales. Alcool primaire plus acide que les secondaires, plus acide que les tertiaires. C'est-à-dire que l'alcool primaire, il va avoir plus facilement tendance à libérer son hydrogène qu'un alcool secondaire, qu'un alcool tertiaire. OK? Et ensuite, eh ben, ça va être tout l'inverse pour les alcoolates. Tac. Lorsque j'ai un ion, et donc vous voyez ici que lorsque j'ai un alcool avec donc B-, hein, c'est une base, hein. Pourquoi? Parce que la base capte le proton. Donc j'obtiens RO- avec BH, la base qui capte le ion H+, avec le RO-. RO-, on appelle ça un alcoolate. Il faut également que vous sachiez que pour les alcoolates, la basicité, elle est inverse. C'est-à-dire que l'alcoolate, si vous voulez, il va être beaucoup plus basique que l'alcoolate tertiaire, beaucoup plus basique que l'alcoolate secondaire, beaucoup plus basique que l'alcoolate primaire. Si vous voulez, mon ion alcoolate, et ben du coup, il est moins, si vous voulez, donc c'est un RO-, comme vous le voyez ici. Sauf que moi maintenant, et ben lorsque j'ai mon RO-, je ne veux pas rester moins, parce que je porte une charge, je suis un anion, moi mon but c'est de me stabiliser. Donc, puisque le RO-, il lui manque un hydrogène, ce fameux ion alcoolate, il va pouvoir jouer le rôle de base et si vous voulez, de gagner un proton pour à nouveau former un alcool. Et donc dans ce cas-là, on va parler donc de basicité parce que l'ion alcoolate, il peut capter les protons. Donc l'ordre de basicité, il est l'inverse de l'ordre d'acidité. Pour l'ordre d'acidité, c'est alcool primaire, alcool secondaire, alcool tertiaire.
Et pour la basicité, alcoolate tertiaire, alcoolate secondaire et alcoolate primaire. OK? Est-ce que tout ça va, si ça vous va, s'il n'y a pas de questions, encore une fois, s'il y a des questions, vous m'interrompez. Sinon, vous avez également mon numéro sur le groupe. Donc, si vous n'osez pas poser votre question devant tout le monde parce que vous pensez que votre question elle est bête ou je ne sais quoi, eh ben, vous m'envoyez un message et je vous répondrai avec plaisir. Bref, donc on continue. Donc, les réactions. Donc, qu'est-ce que ça me permet tout ça? Donc, qu'est-ce que ça me permet ces fameuses réactions-là avec les alcoolates? Pourquoi est-ce que moi j'ai intérêt à former un alcoolate? Tout d'abord, je vais avoir l'action d'une base forte. L'action d'une base forte. Exemple, la base forte, celle que l'on a vue tout à l'heure pour les alcynes, c'est ce qu'on appelle l'amidure de sodium. On l'a vu tout à l'heure, ce fameux NaNH2. Vous avez dit que vous le reverrez, bah le voici. Et ben en fait, cette base, puisque c'est une base forte, elle peut faire la réaction acide-base avec l'alcool pour former un ion alcoolate. Et du coup, le sodium qui était avant lié au NH2, et ben il va maintenant se lier à l'oxygène. Donc c'est ce que l'on appelle la formation d'une liaison ionique, parce que l'oxygène il est moins et le sodium il est plus. Et vous savez pourquoi est-ce que c'est une liaison ionique? Parce que j'ai une très grande différence d'électronégativité par liaison entre un métal, le sodium, et un non-métal, l'oxygène. Ce que vous avez vu, les fameuses phrases dans le cours d'électronégativité que vous devez connaître. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'hydrogène qui était à la base au niveau de l'alcool, puisqu'il est parti, il va se fixer au NH2 pour former ce que l'on appelle du NH3 ou de l'ammoniac. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est l'action des métaux. C'est-à-dire l'action des métaux, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, encore une fois, c'est comme si c'était une réaction acide-base, sauf que là, en fait, et bah, du coup, je vais enlever le proton, encore une fois. Sauf qu'en fait, et bah, le proton, il va rester, si vous voulez, l'hydrogène va rester tout seul. Le Na+, lui, il va du coup faire cette fameuse liaison ionique avec l'oxygène. Et donc, au final, l'hydrogène, il va attendre qu'il y ait un de ses voisins qui soit également expulsé de son alcool pour former donc du H2 qu'on appelle du dihydrogène. Et là, la petite flèche que vous voyez au-dessus du H2, c'est juste pour dire que c'est sous la forme d'un échappement gazeux. C'est-à-dire que le dihydrogène, c'est un gaz. Et donc, en fait, il va y avoir la formation de ce fameux gaz, le dihydrogène. Alors, je ne sais pas si vous avez une question, peut-être que le 1,5 vous choque. Parce que, enfin, moi, en tout cas, je sais que c'est mon année, j'avais la question, pourquoi 1,5? Normalement, les nombres stoichiométriques, ils sont toujours entiers. Bah, tout simplement, vous multipliez par 2 devant chaque molécule. Et au moins, au moins, il n'y aura plus enfin, de 1,5. Si ça vous perturbe, vous pouvez faire comme ceci. Donc ça, c'était pour l'action des métaux. Et enfin, maintenant, je vais avoir ce qu'on appelle la synthèse de Williamson. C'est quoi le principe? C'est qu'une fois maintenant que j'ai mon produit, vous voyez, lorsque j'ai eu ma base forte ou mes métaux, ça me permettait à chaque fois de former ce que l'on appelle ici un alcoolate de sodium. Pourquoi alcoolate de sodium? Bah, alcoolate parce que je forme un ion alcoolate, puisque je suis passé d'un alcool à une perte d'hydrogène qui a causé le fait que je devienne un ion alcoolate. Et donc cet alcoolate de sodium là, il va réagir avec R'X. Qu'est-ce que c'est R'X? X, encore une fois, c'est un brome, si vous voulez. Écrivez-vous brome à la place du X, parce que des fois, je sais que ça peut être un peu perturbant. Et le R', c'est une chaîne carbonée. Si vous voulez, mettez-vous CH3Br, hein, si ça vous rassure. Mais R'X, ça marche aussi. Enfin, c'est juste que R'X, c'est ce que vous verrez dans les réactions. Mais si vous voulez, vous pouvez vous mettre, c'est comme si je faisais une réaction avec du CH3Br, par exemple. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Et ben en fait, je vais former ce qu'on appelle un hétéroxyde. En fait, c'est quoi le principe? C'est que le sodium, je vous rappelle que l'adhésion ionique, elle est relativement forte, mais également elle peut être parfois faible. Et donc ce sodium-là, il va partir. Il va se lier avec le brome, par exemple, pour former donc du NaBr, hein. C'est un peu le même principe que, la réaction que l'on a vue avec les alcynes vraies, hein. La dernière réaction du cours d'alcyne, c'est un peu le même principe, cette réaction-là. Et si vous voulez, le R', il va se fixer au niveau de l'oxygène. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de mes produits, j'obtiens ROR'. Et en fait, ça, on appelle ça un hétéroxyde. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si j'avais un alcool, sauf qu'au lieu d'avoir une liaison OH, et ben le H, il va être remplacé par des CH3, CH3, CH3. Si vous voulez, hop, si je dois vous représenter ceci, hop là. Si vous voulez, vous allez avoir votre, hop, j'ai H3, hop là,
CH2. Hop, désolé, j'écris à l'ordi, c'est pas super propre. Bref. Si vous voulez, en fait, c'est un peu l'idée, hein, je vous avoue, c'est pourri, je m'en excuse fortement. Mais en gros, ça, c'est ce qu'on appelle, pardon, hop, juste, il y a une petite erreur. Tac, hop là, alors, pardon, il n'y a juste pas, donc, bah, en fait, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas d'hydrogène ici, parce que l'oxygène fait déjà deux liaisons, donc il faut enlever l'oxygène. En gros, tout ça pour dire c'est pourri, mais en fait, tout ça pour dire quoi? Qu'en gros, un hétéroxyde, et ben, c'est lorsque je vais avoir l'oxygène qui va, si vous voulez, être lié de part et d'autre à une chaîne carbonée. Et c'est ce qu'on appelle un hétéroxyde. Et cette relation-là, c'est ce qu'on appelle la synthèse de Williamson. Donc si je dois vous le représenter plus proprement pour la synthèse de Williamson, tac, vous allez avoir votre fameux R ici, hop là, hop, ça c'est votre fameuse alcoolate de sodium qui va réagir par exemple avec, donc, moi je vais vous prendre l'exemple du CH3Br, peut-être que ça vous parlera mieux. Et donc ça va me donner quoi? Et ben ça va me donner tout simplement ici. Donc je vais avoir mon R, mon oxygène. Là, je vous ai pris l'exemple d'un CH3, hein. Hop, tac, tac. Plus le sodium qui va se lier ici avec le brome. En gros, c'est un petit peu l'idée. Voilà, c'est tout ce que vous devez retenir pour cette réaction-là. J'espère que j'ai été assez clair. Si c'est pas le cas, vous m'interrompez. Donc maintenant qu'on a fini ça, c'était si vous voulez, c'était toutes les applications des réactions acido-basiques. Donc les deux premières, la première, c'est la réaction acido-basique. La deuxième, c'est comme une réaction acido-basique, sauf qu'en fait, j'utilise un métal, du coup, j'ai la formation de dihydrogène à l'état gazeux. Et ensuite, la troisième, c'est comment, une fois que j'ai mon alcoolate de sodium, à quoi ça me sert? Bah, notamment à former un hétéroxyde par la synthèse de Williamson. Tac. Alors, pourquoi la charge de moins de l'oxygène disparaît? Alors, Giovanni, en fait, pourquoi la charge de l'eau moins disparaît, si tu veux? Parce qu'en fait, le principe de au moins, c'est qu'en fait, tu le vois ici, le au moins, imaginons, tac, par exemple, imaginons que je te prenne ça, par exemple. Bon, attends, hop, attends, ce sera plus simple dans ce sens-là. Là, par exemple, tu vois, mon oxygène, ben, il fait qu'une seule liaison. Normalement, l'oxygène, il est censé faire deux liaisons, si tu es d'accord avec moi. Donc, puisque l'oxygène il est censé faire deux liaisons, et bah, lorsqu'il n'en fait qu'une, et bah, il a un électron qu'il n'utilise pas pour faire une liaison. C'est pour ça que cet électron-là, et bah, il apparaît sous la forme d'une charge. Et le fait de rajouter un Na+, ça ne change rien en fait, parce que puisque c'est une liaison ionique, et bah, si tu veux, hop, pardon, puisque c'est une liaison ionique, et ben ça ne change strictement rien. En fait, au lieu d'avoir, normalement, tu peux avoir donc du delta moins et du delta plus, sauf que là, eh ben, c'est pas le cas. Pourquoi? Tout simplement parce que puisque j'ai une liaison ionique et non pas une liaison qui va être covalente polarisée, dans ce cas-là, je vais avoir, tac, ici, dans ce cas, je vais avoir en fait un oxygène qui va porter une charge au moins. Sauf que maintenant, une fois que mon oxygène ici, il va à nouveau faire une liaison avec une chaîne carbonée. Dans ce cas-là, tu vois que mon oxygène, il fera à nouveau deux liaisons. Et si mon oxygène, il fait à nouveau deux liaisons, dans ce cas-là, il n'y a plus de raison d'avoir un moins. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à ta question. S'il y en a d'autres qui ont également des questions, euh, tac, pas de souci, merci. Donc de rien. S'il y en a d'autres qui ont des questions, qui veulent pas activer leur micro ou quoi, vous pouvez écrire sur le chat. Il n'y a pas de problème. Donc si c'est bon pour tout le monde, on va poursuivre avec les réactions donc liées aux propriétés nucléophiles des alcools. Donc, il y a deux types de réactions que l'on va voir. La première, c'est l'estérification. C'est une réaction très importante que vous allez très souvent revoir, que vous allez également voir normalement pour ceux qui sont spécifiques en terminale.
une réaction d'estérification, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Je vais former ce que l'on appelle un ester. C'est quoi un ester? C'est ça. Hop là, un ester. Hop, hop. En fait, c'est comme un acide carboxylique, sauf qu'ici, au lieu d'avoir un OH, là, par exemple, vous voyez, j'ai un acide carboxylique. Sauf qu'au lieu d'avoir un OH, et bien ici, je vais tout simplement continuer ma chaîne. Tac, CH2. Hop, là, j'ai plus de place, donc je vous le mets en dessous. CH3, etc., etc. Si vous voulez, hop. Si vous voulez, en fait, c'est juste qu'un ester, et ben c'est lorsque, au lieu d'avoir un acide carboxylique, ben c'est juste que mon acide carboxylique, si vous voulez, il va se poursuivre. Et ben en fait, c'est le principe de l'estérification. Estérification, donc vous voyez les réactifs. Toujours dans votre tête, réactif produit. Réactif, j'ai l'alcool et l'acide carboxylique. Et donc, lorsque je mets un alcool et un acide carboxylique, par estérification, j'obtiens un ester et de l'eau. C'est la fameuse réaction que l'on appelle une réaction d'estérification. Ensuite, tac, tac, juste 2 secondes. Hop là, hop, hop, et hop. Du coup, donc c'est la fameuse réaction que l'on appelle une réaction d'estérification. Et à l'inverse, lorsque je passe du coup de l'ester et de l'eau en fait, la réaction, si vous voulez, elle est ce qu'on appelle réversible. Donc en fait, je peux passer de l'ester et de l'eau, et je peux par hydrolyse obtenir un alcool et un acide carboxylique. Donc en fait, l'hydrolyse, c'est la réaction inverse de l'estérification. C'est ça que vous devez retenir, c'est très important. Ensuite, on va vous parler du rendement. Le rendement, c'est combien est-ce que de molécules je vais pouvoir former. Ça veut dire que si je prends un alcool primaire, je vais avoir un rendement à 66%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en ayant un alcool primaire, par exemple, imaginons que je mets 100 alcools primaires sans acide carboxylique, et bah à la fin, je vais obtenir 66 esters. Et du coup, bah, il y a 34 acides carboxyliques et 34 alcools qui n'auront pas réagi. Donc c'est ce qu'on appelle le rendement. Donc là, dans ce cas-là, j'aurai un rendement de 66%. Ensuite, si je prends un alcool secondaire, ici, à la place d'un alcool primaire, eh ben, je vais avoir un rendement de 60%. Et enfin, un alcool tertiaire, c'est très inefficace, j'ai un rendement seulement de 5%. Voilà, ça pour le coup, ce sont des chiffres à connaître. Donc après, j'imagine qu'on va pas forcément vous faire un piège sur le chiffre, on va pas vous mettre 65 à la base ou 66, quoi. Mais il faut surtout connaître que c'est surtout dans l'ordre alcool primaire, meilleur rendement, alcool secondaire, alcool tertiaire. Mais apprenez les chiffres tout de même, sait-on jamais. Pour le coup, ces chiffres-là, vous les apprenez pas. Après, enfin, dans les cours, des fois, il y a des chiffres, il y a des trucs, on ne sait pas trop est-ce qu'il faut apprendre ou pas. Ça, bah, ça va être le rôle lorsque vous serez l'année prochaine en première année, vous aurez ce qu'on appelle donc des tuteurs. Et du coup, bah, vos tuteurs, c'est eux qui vont vous dire, eh bien, est-ce que ça, il faut apprendre, est-ce que ça, il faut pas apprendre. Donc, ensuite, deuxième point, si on utilise un chlorure d'acide, la réaction est irréversible. Je vous rappelle que moi, lorsque je faisais ma réaction normale, classique, bah, je prenais un acide carboxylique ici. Parce que maintenant, à la place de mon acide carboxylique, ben, je vais avoir ce qu'on appelle un chlorure. Hop, tac, pardon. Je vais avoir ce qu'on appelle un chlorure d'acide. C'est quoi un chlorure d'acide? C'est qu'à la place d'ici d'avoir mon OH, je vais avoir un chlore. Et donc, lorsque j'utilise un chlorure d'acide, ma réaction devient irréversible et j'aurai un rendement de 100%, quel que soit les chiffres d'alcool. C'est-à-dire qu'à la base, on avait vu qu'il y avait des rendements qui variaient selon le type d'alcool. Lorsque, du coup, j'utilise un chlorure d'acide à la place d'un acide carboxylique, et ben, ce chlorure d'acide, il va me permettre d'obtenir, eh bien, vous voyez que j'obtiens à la place du H2O, bah, j'obtiens de l'acide, enfin du HCl, pardon, de l'acide chlorhydrique. Pourquoi? C'est logique en fait. Enfin, si vous voulez, pour éviter de vous faire apprendre des choses bêtement, vous essayez de comprendre. Par exemple là, le chlore, vous voyez qu'à la place du OH, j'ai un chlore. Bah, vous savez que normalement j'avais OH qui formait H2O. Et bah là, à la place du OH, je mets un Cl, donc je vais avoir le H avec un Cl. Et du coup, chlorure d'acide. Et donc vous voyez qu'avec le facteur compréhension, ça vous évite d'apprendre des choses un peu bêtement. Bien évidemment, il y a des choses qu'il faut apprendre un petit peu enfin, bêtement, mais il y a des trucs que si vous comprenez, bah, ça vous évite de l'apprentissage par cœur et c'est toujours bénéfique en passe. Vu la quantité de choses à apprendre, bah, si vous pouvez vous limiter le nombre de choses à connaître, c'est toujours bon. Donc, encore une fois, on résume. Si je prends donc réaction d'estérification classique, un alcool, un acide carboxylique,
me donne un ester et un H2O par estérification. La réaction inverse est possible, on appelle cela l'hydrolyse. Et donc, en fonction du type d'alcool, je vais avoir un rendement différent. Alcool primaire, 66%. Alcool secondaire, 60%. Alcool tertiaire, 5%. Maintenant, particularité, lorsque j'utilise un chlorure d'acide, la réaction devient irréversible et quel que soit le type d'alcool, j'obtiendrai un rendement de 100%. Ensuite, on va passer à la réaction d'halogénation. Réaction d'halogénation, c'est quoi? Encore une fois, halogénation dit halogène. Donc, on va utiliser un agent halogénant, PCl5, SOCl2, PbR3. Alors, si vous voulez les noms un petit peu, si vous voulez les noms de ces molécules, on s'en fout royalement, mais je vous les donne parce que c'est toujours sympa de connaître. Du coup, on a le pentachlorure de phosphore. Ici, avec le P, c'est l'ion phosphore. Le Cl5, bah, pentachlorure parce que vous avez 5 chlore. Ensuite, vous avez le thionyl de sulfate. Ici, oui, le thionyl de sulfate. Je crois que c'est le thionyl de sulfate si ma mémoire est bonne. Donc, et ensuite, ici, vous allez avoir le chlorure de thionyl. Ici, vous avez les noms juste en dessous, j'avais pas vu. Vous allez avoir, pardon, le chlorure de thionyl, euh, SOCl2, et enfin le tribromure de phosphore, tout simplement PbR3. Les noms, je pense qu'on s'en fout royalement, juste vous apprenez PCl5, SOCl2 et PbR3, ça ira largement. C'est quoi le principe? C'est qu'en fait, eh ben, je vais avoir donc des réactions qui sont basées sur la nucléophilie de l'oxygène des alcools. En gros, vous avez ici, c'est ces trois réactions-là qu'il faut connaître. Donc, lorsque je prends un alcool, on va prendre l'exemple des alcools primaires. Et pour le coup, ici, peu importe que l'alcool soit primaire, secondaire ou tertiaire, on s'en fout. Il n'y a pas de distinction à réaliser. Donc, lorsque je prends un alcool que j'ajoute donc du pentachlorure de phosphore, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, je vais avoir donc la formation donc de ce qu'on appelle ici, vous voyez la première molécule, c'est un chloroéthane. Donc, c'est-à-dire que j'ai deux atomes de carbone, donc éthane, avec un chlore, donc chloroéthane. Du coup, donc, c'est votre premier produit parce que le chlore, enfin, le OH va être remplacé par un chlore. Ensuite, vous allez également former donc du POCl3, donc, et enfin du HCl, acide chlorhydrique. POCl3, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais on s'en fout royalement du nom. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous mettez donc, en fait, si vous voulez, vu que les deux réactions sont les mêmes, les deux premières, je vais vous les faire en même temps. Lorsqu'on met un alcool qui soit primaire, secondaire ou tertiaire, avec du PCl5 ou du SOCl2, j'obtiens dans tous les cas un chloroéthane, de l'acide chlorhydrique, et ensuite, eh ben, vous prenez ce qui reste comme atome. Dans le premier cas, il reste POCl3, dans le deuxième, il reste SO2. Donc SO2, c'est le dioxyde de soufre. Si vous voulez avoir le nom au cas où vous le. Je sais pas si ça. Normalement, ça tombe pas en QCM, mais bon, sait-on jamais. Au moins, vous avez le nom. Et POCl3, bah, vous savez quoi? Je vais vous dire tout de suite à quoi ça correspond. Tac, c'est le trichlorure de phosphoryl. Voilà, au moins, vous avez le nom. Et il n'y a plus de soucis. Tac, tac, hop là. Du coup, donc ça, c'est. Hop là, vos deux. Hop, ouf, pardon, c'est les deux donc les deux premières réactions d'halogénation. Et enfin, vous allez avoir la troisième réaction d'halogénation. Donc, c'est donc cette fois, vous allez voir que je vais avoir trois alcools pour réagir avec le PbR3. Donc, dans ce cas-là, je vais former donc trois bromoéthanes et en plus de l'acide phosphoreux. Donc, en gros, vous voyez que je mets trois alcools. Donc, qui dit trois alcools dit, bah, vu que j'ai trois chlores, vu que j'ai trois bromes, le brom substitue la fonction hydroxyle. C'est bien important d'avoir un peu les termes précis. On va parler de substitution ici. Donc le brom substitue la fonction OH, hydroxyle. Et donc dans ce cas-là, je vais former ce qu'on appelle donc 3 bromoéthanes. Et en fait, bah, au lieu d'apprendre par cœur que ce qui reste c'est H3PO3, bah, juste vous raisonnez sur ce que vous avez. Vous savez que vous avez dégagé trois fonctions OH, donc forcément vous avez trois hydrogènes et trois oxygènes. Il vous reste également un phosphate que vous n'avez pas utilisé. Donc en fait, puisque vous savez, d'après le fameux principe de Lavoisier, que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les mêmes atomes qui sont dans les réactifs se retrouvent dans les produits. Et ben dans ce cas-là, vous n'avez plus qu'à compter en fait ce qui vous manque. Et ben du coup, ça vous forme la dernière molécule. Ensuite, donc alors il est quelle heure? 10h15, on a encore un petit quart d'heure de cours.
Alors, est-ce que je commence ceci? Bah, ouais, on va pas avoir le choix. Hop, tac, tac, tac. On n'aura pas le temps de finir aujourd'hui. Mais en tout cas, on va essayer au moins d'avancer un maximum sur cette partie du cours. Donc la semaine prochaine, on aura cours en présentiel. Donc c'est tant mieux. On va pouvoir finir ce cours des alcools et potentiellement commencer après amine, voire aller un peu plus loin, on verra. Donc là, on va commencer donc on a vu les deux premiers types de réactions. On a vu les réactions acido-basiques, où il y avait donc les réactions acido-basiques avec une base forte comme l'amine dur de sodium, avec l'action d'un métal également, comme le sodium, avec la production de dihydrogène gazeux, etc. Petit rappel. Et enfin, on avait également, donc une fois que j'avais l'alcoolate de sodium, je pouvais faire ce qu'on appelle la synthèse de Williamson pour former un hétéroxyde. Ensuite, on a vu donc que j'avais les réactions basées donc sur la nucléophilie de la liaison CO. Donc j'avais premier type de réaction, l'estérification, avec alcool primaire, secondaire, tertiaire, les différents rendements, le chlorure d'acide, etc., etc. Et j'ai les réactions d'halogénation, j'en ai trois, avec le pentachlorure de phosphore, avec le chlorure de thionyle ou alors avec le tribromure de phosphore. Maintenant, on va passer donc, au troisième type de réaction, c'est ce qu'on appelle une rupture de la liaison CO. Donc je vous rappelle que la liaison carbone-oxygène, elle est très polarisée. Si vous voulez les chiffres, la polarité de l'atome de carbone, c'est 2,40, c'est la polarité de l'atome d'oxygène, c'est 3,44, alors que la polarité de l'atome de carbone, c'est 2,55. On s'en fout des chiffres, hein, grosso modo, mais c'est juste pour vous illustrer un petit peu le fait que cette liaison soit très polarisée. Et donc, ce qu'il faut retenir, ici où vous avez, c'est très important, pour un alcool tertiaire, la liaison se casse plus facilement que dans un alcool secondaire et plus facilement que dans un alcool primaire. Et donc, le carbocation tertiaire, il est plus stable que les autres. C'est logique, en fait. C'est comme ce que l'on avait vu dans le cas du cours des alcanes. On avait dit que que lorsqu'on avait on était au stade donc de carbocation, et ben les carbocations tertiaires étaient les plus stables. C'est pour ça que si vous vous rappelez, dans le cadre du cours des alcanes, je formais majoritairement les alcanes de type 3, enfin si vous voulez, lorsqu'on était tri-substitué au niveau de l'atome de carbone, plutôt que les alcanes 2, enfin les alcanes tertiaires, plutôt que les alcanes secondaires, plutôt que les alcanes primaires. Voilà, là, en fait, c'est le même principe. Le carbocation tertiaire, il est plus stable que les autres. Pourquoi? Parce que l'explication scientifique, c'est qu'il est plus stabilisé par des effets mésomères d'honneur. On s'en fout, c'est pas ce qui nous importe. Ici, il faut juste retenir ça, cette phrase-là. Vous voyez qu'elle est en rouge, très importante. Carbocation tertiaire, il est plus stable que les autres. Ok. Donc ça, c'est pas ça, on le reverra après. Donc on va pas détailler ceci. Ce qui est très important, c'est cela. C'est que lorsque je vais avoir cette rupture, je vais avoir deux possibilités. Soit une élimination, que le carbocation redevient neutre, et donc on va former un alcène. Soit je peux subir l'attaque des nucléophiles. Donc on le reverra par la suite. Donc tout d'abord, on va voir donc des réactions qu'on appelle de déshydratation. Qui dit déshydratation dit que je perds, si vous voulez, qui dit déshydratation, c'est lorsque je forme un H2O à la fin. Forcément, ça, c'est dans le nom. Une hydratation, c'est lorsque je consomme du H2O. Déshydratation, je forme du H2O. Dans ce cas-là, je vais avoir deux alcools. Vous voyez, deux alcools. Ici, on va parler d'éthanol pour la nomenclature. Donc, si je suis dans des conditions de déshydratation intermoléculaire, dans ce cas-là, je vais former ce qu'on appelle un hétéroxyde avec de l'eau. Encore une fois, on n'oublie pas le petit catalyseur H2SO4. Et à l'inverse, si j'ai une élimination, je vais former un alcène avec encore une fois de l'eau, mais cette fois, je vais former un alcène. Donc, je vais avoir soit une élimination, soit une substitution nucléophile. Qui dit élimination dit alcène. Qui dit substitution nucléophile dit hétéroxyde. Si vous voulez un petit moyen mémotechnique, élimination, un mot. Donc, alcène, un mot. Substitution nucléophile, deux mots. Donc, ça forme un hétéroxyde. Il y a également deux mots. Si vous verrez, lorsque vous serez en passe, vous aurez des petits moyens mémotechniques comme ça pour vous rappeler des trucs. Moi, j'en utilisais pas beaucoup. Mais il y en a qui en ont beaucoup. Donc, vous verrez, si ça vous aide, ça pourra être pas mal utile. Donc, très importante cette phrase dans l'encadré. En fonction du type d'alcool et de la température, je vais avoir une compétition entre l'élimination et la substitution nucléophile. Donc, c'est-à-dire que
En fonction donc de mon type d'alcool, primaire, secondaire ou tertiaire, et de la température, je vais soit avoir une élimination, c'est-à-dire que chaque alcool va, dire que chaque alcool va se transformer en alcène avec la production d'eau, soit je vais avoir cette fameuse réaction de substitution nucléophile, encore une fois intermoléculaire. Pourquoi intermoléculaire? Parce qu'en fait j'ai deux molécules, hein. Je ne vous l'ai pas précisé, mais intermoléculaire parce que les deux molécules s'assemblent pour former un hétéroxyde. Donc je vais avoir une compétition entre l'élimination et la substitution nucléophile. Tac, vous avez ici les conditions. Dans la réaction, quand elle se produit dans un sens et quand on obtient un ester et de l'eau, elle se produit ensuite dans l'autre sens. Alors, je viens de voir, Giovanni, ta question, pardon. Pour le coup, elle se produit ensuite dans l'autre sens. Oui, quand on avait l'estérification donc tout à l'heure, on avait bel et bien, on obtenait un ester et de l'eau. Et donc, quand elle se produit dans l'autre sens, et bah du coup, en fait, elle se produit dans l'autre sens, si tu veux. Une fois que j'ai mon ester, si je mets de l'ester enfin, un ester et de l'eau, je vais également pouvoir obtenir un alcool et un acide carboxylique. En fait, si tu veux, en fait, la réaction, tu peux la lire dans l'autre sens, tout à fait à l'envers, c'est-à-dire un ester et de l'eau peuvent donner un acide carboxylique et un alcool. En fait, ça va dépendre des conditions du milieu. Bref, donc tout ça pour dire que oui, c'est tout à fait possible qu'elle se produise dans l'autre sens. Par contre, pas avec un chlorure d'acide. Je vous rappelle qu'un chlorure d'acide, la réaction est irréversible, donc elle ne se produit que dans un seul sens. Voilà. Donc la coexistence d'un ester et de l'eau sans réaction n'est pas possible. En fait, si, en gros, ça va dépendre, en fait, si tu veux, ça va dépendre des conditions thermodynamiques. En fait, tu vas avoir ce qu'on appelle, en fait, je vais pas rentrer dans les détails. Normalement, tu le verras en terminale, je sais pas si tu l'as vu encore ou pas. Ce qu'on appelle une constante d'équilibre K. Et en fait, en fonction de la valeur de cette constante d'équilibre, eh ben, tu vas pouvoir soit avoir donc l'acide carboxylique et l'eau et l'alcool qui vont plutôt former donc un ester et de l'eau, soit alors je vais pouvoir avoir un ester et de l'eau qui vont du coup à l'inverse former dans l'autre sens un acide carboxylique et un alcool. En fait, ça va dépendre donc est-ce que la réaction est réversible ou non. C'est ce que tu avais commencé à voir un petit peu dans le cours de thermodynamique en UE1. C'est qu'en fait, en fonction donc des conditions, soit je vais avoir la réaction qui va se faire dans les deux sens, et donc dans ce cas-là, eh ben, je vais avoir ce qu'on appelle un équilibre thermodynamique. C'est ce que tu as vu normalement dans le cours de thermodynamique. Je vais avoir un équilibre. C'est-à-dire que à la fois, à la fois, en fait, si tu veux, les deux réactions vont se compenser. C'est-à-dire que à la fois l'alcool à la fois l'alcool, pardon, hop, je vais vous remontrer juste le passage du cours. À la fois, en fait, l'alcool et l'acide carboxylique vont former l'ester et l'eau. Et en même temps, l'ester et l'eau se transforment en alcool et en acide carboxylique. Si tu veux, en fait, les deux réactions qui sont normalement contraires se produisent en même temps. Et du coup, bah, ça va donner ce que l'on appelle la notion d'équilibre thermodynamique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la réaction est terminée, sauf qu'en fait, eh ben, elle se poursuit dans les deux sens. Et si tu veux, les deux réactions se compensent à chaque fois. C'est ce qu'on appelle la notion d'équilibre thermodynamique. Je te renvoie à ton cours de thermodynamique donc pour voir cette notion-là. Donc, si tu n'as pas compris, tu m'envoies un petit message à la fin du cours et j'essaie de te réexpliquer. Il n'y a pas de souci. Donc, de rien. Donc, on va continuer. Donc, je vous disais que, hop, je vous dis ici que, en fait, je vais avoir soit donc, en fonction des conditions, les déshydratations, elles peuvent être ou intramoléculaires. Intermoléculaire, je produis un hétéroxyde par ce qu'on appelle une substitution nucléophile. Et intramoléculaire, je vais avoir une élimination où je produis un alcène. Et donc ça, c'est à connaître, c'est très important. Lorsque je suis à basse température, en utilisant un alcool primaire ou secondaire, je vais former un hétéroxyde. Et maintenant, lorsque, bon, basse température, on ne dit pas à combien c'est, on s'en fout, enfin, ça ne nous concerne pas. Et ensuite, lorsque je suis à une température de 50 degrés pour un alcool tertiaire, 100 degrés pour un alcool secondaire ou 150 pour un alcool primaire, dans ce cas-là, c'est plutôt l'élimination qui va être favorisée avec la formation d'un alcène. Donc, juste la seule chose à retenir, donc, bien évidemment, il faut retenir les différentes températures, s'il vous plaît. Mais en gros, c'est qu'un alcool tertiaire ne peut pas réagir par une substitution nucléophile. C'est tout. Du coup, donc là, il nous reste 5 minutes. On va commencer un petit peu les réactions d'élimination. Donc maintenant, on va se pencher sur les éliminations. On a dit qu'il y a élimination ou bien substitution nucléophile. On va tout d'abord commencer par les éliminations. Donc en fait, je vais avoir des mécanismes différents en fonction de la classe de l'alcool. Alcool tertiaire, je vais avoir une élimination unimoléculaire E1. On va voir juste après à quoi ça correspond.
Alcool primaire, élimination bimoléculaire E2. Et alcool secondaire, c'est un mélange des deux mécanismes. En gros, c'est quoi le principe? C'est qu'en fait, je vais prendre un alcool tertiaire. Ici, on vous le voyez, ici. Donc, pour la nomenclature classique, du coup, ce serait un diméthyl éthanol. Du coup, diméthyléthanol parce que le carbone, il porte deux ramifications méthyle avec l'un des CH3 qui appartient à la chaîne principale. On s'en fout de la nomenclature encore une fois. Et donc, lorsque je vais ajouter mon catalyseur acide sulfurique à chaud, je vais avoir ce qu'on appelle la formation de l'isobutène. Si vous voulez, je suis dans le cadre d'une élimination, c'est pour ça que je forme un alcène, encore une fois. Donc ici, je vais former un l'isobutène. En gros, si vous voulez, vu que le OH, en fait, si vous voulez, pour faire très simple, le OH s'en va. Et entre-temps, il va emporter l'un des hydrogènes. Et du coup, il me reste le carbone qui ne fait plus que 3 liaisons. Et vu que le carbone il fait 3 liaisons, il va être forcément obligé de se stabiliser et d'en faire une quatrième. C'est pour ça qu'il va avoir l'apparition d'une double liaison et donc d'un alcène. En gros, comment ça marche ce mécanisme E1? Si vous voulez, c'est une élimination unimoléculaire. Et donc, pourquoi est-ce qu'en fait on parle de mécanisme E1? Parce que je vais avoir une vie. Donc, on verra ça par la suite. Donc, si on doit regarder rapidement le mécanisme, c'est vraiment pas ce qui tombe en anal. C'est, enfin, parce qu'en fait, vous imaginez que vu qu'on est sous la forme de QCM, on ne va pas vous demander de représenter vous-même les molécules. En gros, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que donc, l'acide sulfurique, il apporte un ion H+. Cet ion H+, là, il va me permettre, du coup, donc, cet ion H+, là, il va me permettre de former ce que l'on appelle, hop, tac, il va me permettre de former ce que l'on appelle un. Donc, vous voyez que ici, mon oxygène, il va faire, au lieu de faire deux liaisons, il en fait trois. D'où l'apparition d'ailleurs de la charge plus au niveau de l'oxygène. Donc mon oxygène fait trois liaisons. Et donc qu'est-ce qui se passe là? En fait, bah, la liaison carbone-oxygène, qui est déjà très polaire, comme je vous l'ai dit au début du cours, va se rompre. Le H2O va partir. Et donc dans ce cas-là, je vais avoir ce fameux. Donc je vais avoir mon carbone, je vais avoir un carbocation. Ici, carbocation parce que je vais avoir un carbone qui ne fait que trois liaisons avec une charge plus, qui va être lié à 3CH3, ainsi que la formation d'H2O. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, mon catalyseur, il va venir. Je vous rappelle que mon catalyseur, c'est lui qui a permis de fournir, l'ion H+ au début. Donc le catalyseur, il doit être régénéré à la fin d'une réaction, propriété du catalyseur. C'est pour ça qu'il va venir chercher l'hydrogène ici. Et donc du coup, bah, l'électron, il va venir, hop là, vous voyez la petite flèche pour le déplacement de l'électron, former la double liaison et la formation d'un alcène. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? On termine par cela. Donc je suis dans le cadre d'un alcool tertiaire. J'ai une élimination qui va être dite unimoléculaire E1. Pourquoi est-ce qu'on appelle élimination E1? Pour ça, parce que la vitesse est d'ordre 1. C'est-à-dire qu'elle dépend de la concentration en alcool. C'est-à-dire plus j'ai d'alcool, plus ma réaction sera rapide. Et donc attention, la réaction E1, qui est de vitesse d'ordre 1, se fait en deux étapes. Attention à ne pas vous mélanger entre le 1 et le 2, c'est des pièges très très classiques en anal. E1, donc alcool tertiaire, élimination E1, vitesse d'ordre 1 en deux étapes. Donc les deux étapes sont lesquelles? La formation du carbocation, qui est lente et irréversible, et ensuite l'arrachement du proton H+, le mécanisme vous est représenté ici. Ensuite, je vais avoir arraché ce proton-là, et donc ça, c'est une étape irréversible. Et donc dans ce cas-là, je vais avoir donc des substrats logiques 3, 2, 1. Pourquoi? Bah parce que je vous ai dit que l'élimination unimoléculaire, elle concerne essentiellement les alcools tertiaires, un petit peu les alcools secondaires, mais normalement pas les alcools primaires. D'où ici l'ordre des substrats 3, 2, 1, dû à la stabilité du carbocation. C'est ce qu'on avait vu que les carbocations, vu qu'ils ont les carbocations tertiaires, ils ont une durée de vie plus longue. C'est la raison pour laquelle, en élimination E1, ce sont les carbocations tertiaires qui vont majoritairement réagir. Et donc, on va parler ici de régiosélectivité. Encore une fois, régiosélectivité, c'est que je vais former un produit plutôt qu'un autre. Ici, vous le voyez, je vais avoir l'alcène le plus substitué qui va être créé. Sauf que normalement, vous vous dites alcène le plus substitué, règle de Markov-Nikov. Sauf que là, pour les alcools, il y a le nom qui change. Ce n'est pas Monsieur Markov-Nikov qui a inventé cette règle, c'est Monsieur Zaïtsev. Donc il me dit que je forme l'alcène le plus substitué. Ici, vous voyez, par exemple, lorsque je vais vous prendre cette molécule-là, bah, vous voyez que lorsque le OH y part, je vais avoir plusieurs possibilités. Et donc je ne vais pas ici mettre ma double liaison. Je vais former l'alcène le plus substitué, c'est-à-dire donc avec pour objectif
que si vous voulez, la scène soit le plus substituée possible, c'est-à-dire qu'il y ait le plus de groupements, si vous voulez, CH3, hop, qui soient formés. Donc on retient règle de Zaïtsev, l'alcène le plus substitué qui est formé, mélange de E et de Z avec le E majoritaire car plus stable. Donc au niveau de la stéréochimie, je vous rappelle E et Z. Z, c'est quand les deux groupements principaux, ici CH3 et CH3 sont du même côté. E, ils sont de côtés opposés. Je forme majoritairement le E car le E est plus stable que le Z. Ok? Du coup, non, on a fini donc l'élimination E1. La semaine prochaine, on reprendra du coup l'élimination E1 rapidement pour continuer avec l'élimination E2. Je sais pas si vous avez des questions. Si oui, vous pouvez me les poser maintenant. Donc sinon, bah, on a fini le cours ici. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée. Et donc, je vous dis à tous à la semaine prochaine. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez vous en aller. Le cours est terminé. Voilà, bon week-end à tous et bonne semaine. Bon week-end. Voilà, hop là. Il n'y a pas de souci. Bonne journée à tous. Tac, tac. Hop là. Hop, je vais arrêter le partage d'écran. Et du coup, la réunion est terminée. Je mets fin à la réunion. Au revoir.